parti. Bienvenue à tout le monde sur Choc FM. L'émission c'est Franco Raptors. Comme d'habitude, Patrick Bizindavi au micro avec Mike Laviole. Bonjour Mike. Salut Patrick. Épisode 11. Épisode 11 pour le retour sur Terre des Raptors qui n'ont pas gagné un match cette semaine. C'est ça. La semaine passée, c'était victoire, 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 mais aujourd'hui, ce ne sera pas pareil. On a dit, on dira pas défaite, leçon. Exactement. Wins and lessons. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, donc, on est toujours avec vous sur Choc FM pour ceux qui nous suivent à la radio et puis aussi en ligne sur YouTube. On a un invité spécial, Guillaume Meurice. Bonjour. Salut tout le monde. Salut. Donc, on aura du temps de découvrir ce que fait Maurice. Et puis, ce sera vraiment intéressant de la voir, surtout en deuxième partie, parce qu'il a une histoire, il a des joueurs avec qui il a travaillé dans le passé. Donc, ce sera notre invité d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, on va parler de l'actualité des Raptors, qui va comprendre les résultats des matchs. Il y a eu 3 matchs cette semaine. Il y avait le match contre Dallas la fin de semaine passée. Il y avait le match contre New York. C'était le 9 décembre. Et donc, cette semaine, le dernier match, c'était contre Miami. Et c'est, comme tu as dit, Mike, c'était 3 défaites, 3 leçons à apprendre. Et ça va faire partie de l'actualité. On va aussi avoir un petit débat sur justement la performance des Raptors et la question du jour. Ça, c'est la nouvelle section depuis la semaine passée qu'on a inclus dans l'émission. Et puis, un petit débat. Et bien sûr, on va découvrir plus en profondeur des joueurs. Et aujourd'hui, ce sera Jonathan Mogbo on va discuter sur ses performances jusqu'à présent, le rookie, qui surprend beaucoup par cette saison. Et bien sûr, la partie invitée, on aura Guillaume qui va nous parler de sa carrière, de sa profession, qui n'est pas loin du sport en général. Et puis, comme il est fan des Raptors, de la NBA en général, il va des fois intervenir sur certaines questions, justement, pendant notre débat. Et donc, c'est parti pour l'actualité des Raptors. Voilà, l'actualité des Raptors, c'est d'abord les 3 matchs qu'ils ont joués cette semaine. Le samedi contre Dallas, ici à domicile. Le lundi, c'était les New York Knicks avec OG Anunoby, qui était ici à Toronto. Et un match on the road, comme on dit, contre Miami. C'était hier, donc quand je dis hier, c'est parce qu'on enregistre l'émission vendredi, donc c'était jeudi, l'émission contre Miami. On va aller match après match. Le match contre Dallas, Mike, c'était un match qui était fini dès les premiers instants. Là, il n'y avait pas vraiment de... même si ils ont fait un push vers le dernier quart-temps, mais le match était comme conclu dès le départ. Ils étaient vraiment derrière. Qu'est-ce que tu as retiré du match contre Dallas? Non, le match de Dallas, malgré tout, ça reste quand même une performance plutôt correcte. Ils ont encore eu le mérite de s'accrocher et de rester dans la rencontre. Malheureusement, le duo Doncic-Kyrie Irving était beaucoup trop fort pour les Raptors. Mais malgré tout, je trouve que c'était une performance quand même solide. On savait que la série de victoires allait finir par s'arrêter et que là, on passait aux choses sérieuses avec des grosses équipes. Il y avait déjà eu la défaite contre Oklahoma City. On attendait un peu une réaction après Oklahoma City quand même. Et je pense que la réaction, elle a eu lieu, même si, bien sûr, c'était très fort en face. Mais malgré tout, moi, je suis quand même satisfait de cette rencontre contre les Mavericks. Oui, c'est ça. Donc, les équipes de l'Ouest sont de loin plus fortes que les équipes de l'Est. Bien que Mavericks ne soit pas aussi fort que OKC, mais quand tu as Luka, quand tu as Kyrie, ça c'est vraiment dur à défendre. Kyrie, c'était un festival de tir à un certain moment là. Ouais, Kyrie, je crois qu'il met 15 points dans le premier quart-temps, je crois. Ouais, c'est ça. C'est quasiment... Ouais, c'était vraiment difficile compliqué de prendre le wagon en marche quand les deux sont dans cette stratosphère-là. C'est lui qui a mis les Mavs sur de bons rails dès le début. Il a été... il met des tirs à 3 points contestés. C'est ça qu'on se disait. C'est pour ça que je dis que c'est quand même une bonne performance. Parce qu'en fait, ce que réussit Kyrie, c'est pas il est tout seul, il va au panier. C'est des tirs contestés, mais en fait, c'est juste il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et puis Luka a pris le relais ensuite. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Il a été bien défendu par Mobo. On va y revenir après. 3 possessions de suite où Mobo défend extrêmement bien sur lui. Mais il y a cette action-là qui... Il fait feinte, Mobo ne prend pas dans la feinte, tu dis c'est bon, il va y avoir shot clock et il arrive, il fait une passe sans regarder à Kyrie. À Kyrie qui va mettre le tir. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. C'est le talent. Ouais. C'est ce qu'on aime aussi.
Ouais, c'est ça. J'étais là, je suis arrivé très très tôt, jour du match de Mavericks, et je voyais Lucas s'entraîner, s'échauffer. Il ne fait rien. Il fait des trick shots du centre. C'est pas comme les joueurs où on voit qu'à l'échauffement, ils prennent ça au sérieux, ils prennent des tirs. Mais lui, il s'amuse avec les caméramans, les trucs. Mais quand le match commence, il fait un clic. C'est fou ce qu'il peut faire, Lucas, avec la balle. C'était hallucinant. C'est paradoxal parce que du coup, c'est pas forcément des super exemples à montrer. Oh oui. Parce qu'il y en a 1 sur 1 million déjà des gens capables de faire ça. C'est vrai. D'arriver à switcher comme ça et à pas trop se préparer pour l'intensité du match, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est impressionnant ce qu'il peut faire. Mais comme tu dis, il y a eu un push au dernier quart-temps que les Raptors sont vraiment revenus à quelques longueurs de Mavericks, mais ils n'ont pas pu gagner le match. Et puis, le lundi, c'était contre le Knicks. Là aussi, je suis arrivé un peu plus tôt. Et puis, c'était le retour d'Oji Anunoby, Precious Achiuwa à Toronto. Et puis, Oji qui était dans les couloirs, qui saluait tout le monde, qui était vraiment content d'être retourné à Toronto. Mais ce match-là était beaucoup plus serré que celui de Dallas. Qu'est-ce que tu as retiré de ce match-là contre New York? C'est l'info de la semaine. On n'en a pas parlé dans le sommaire, mais on a perdu Scottie Barnes, malheureusement. Grosse blessure à la cheville. Qui a été annoncée entorse de la cheville. On a longtemps cru que ça pouvait être pire parce qu'on a vu les images à la télé où il dit I can feel my leg, I can feel my foot, ou je ne sais plus si c'était le pied ou la jambe. On a notre collègue Josh Lewenberg qui est toujours en contact sur Twitter avec une médecin qui a dit que ça pouvait être une fracture. Alors je ne me rappelle plus du nom. Je ne sais pas si tu as vu passer l'info. J'ai pas vu exactement passer l'info. Ouais, elle parlait que même après la première radiographie qui était négative, ça voulait rien dire parce que ça pouvait être gonflé et que le lendemain ça pouvait apparaître. Donc on était encore dans la peur de se dire est-ce que ça peut être une fracture, est-ce qu'il est out pour la saison ou quoi. Finalement le lendemain ils ont dit c'est grosse entorse. Il y a Shams Charania qui a toujours des infos plus que les autres, même plus que les Raptors, qui a dit que c'était several weeks, donc plusieurs semaines. On verra, mais en tout cas, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que les Raptors ont perdu Scottie Barnes, mais malgré ça, ils ont réussi à aller... Ils étaient dans le match avant sa blessure, ils étaient là-dedans, mais quand il n'est pas là, c'est une grosse absence, c'est vraiment une grosse absence, mais RJ a sorti le grand match ce jour-là. RJ a sorti le grand match, et Grady Dick a eu un tir pour revenir tout près. Je l'ai interrogé en conférence de presse, il réclamait la faute, il m'a dit non, en fait, j'étais juste frustré de pas avoir le coup de sifflet, j'ai tenté, ça a raté. Et puis, bon, le gros débat de ce match aussi, on peut y revenir, je vais poser la question à RJ, c'est les coups de sifflet, seulement 2 lancés pour RJ Barrett sur tout le match. RJ Barrett, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le 3e joueur de l'NBA qui inscrit le plus de points à l'intérieur. Dans le top 10, c'est le seul à être aussi petit, il n'y a pas de joueurs qui ne sont pas des intérieurs. Et il n'a que 2 lancés sur le match. Bon, il n'a pas voulu répondre à ma question. Je lui ai juste demandé est-ce qu'il a des explications des arbitres. Il m'a dit je ne sais pas. Malheureusement, les conférences de presse ne sont plus diffusées sur vidéo. Je ne sais pas pourquoi, donc vous ne pouvez pas avoir vu sa réaction. Maintenant, on va filmer Patrick parce qu'on ne peut pas rater des moments comme ça. Vraiment, ça l'a embarrassé. Il a dit je ne sais pas. Moi, ce n'était pas l'objectif de lui faire. Mais il y avait quand même des décisions des arbitres sur ce match, c'était frustrant vraiment. C'est comme tu respires sur un joueur, c'est une faute. C'était très frustrant. Et puis on rentrait après le match et on écoutait le podcast de William Lou, et il a fait en 10 minutes où il a laissé passer sa frustration contre l'arbitrage. Et d'ailleurs, il y a Matt Bonner qui a dit un truc excellent, et moi je pense exactement la même chose. Le problème des arbitres, c'est qu'ils ont du mal à se déjuger, même en regardant la vidéo. Ils vont toujours chercher un petit détail pour confirmer leur call. Et typiquement, l'action qu'ils revoient sur la faute, je ne sais plus qui fait faute sur Mitchell, je pense. Sur Karl Anthony Towns, où il n'y a absolument pas de contact en haut, et l'arbitre va chercher un contact sur le pied pour ne pas se déjuger. Et en fait, Matt Bonner disait il faudrait que ce soit les gars qui sont à Secaucus, là, je ne sais pas comment on prononce ça, dans le New Jersey, que ce soit eux qui prennent la décision, en fait. Ceux qui voient la vidéo, qui n'ont pas le jugement de l'arbitre, qui prennent une décision tranchée, qui lui disent bah écoute, là-dessus, tu t'es trompé, tu dois changer le call. Parce qu'en fait, les arbitres, en permanence, et je crois que sur tous les calls qui ont été revus sur ce match-là, à chaque fois, ils n'ont pas changé d'avis, alors que ça paraissait évident. Donc, qu'est-ce que tu veux y faire? Après, bon, on va pas
On va pas se plaindre sur l'arbitrage parce qu'on sait que les Raptors sont rarement avantagés et on pourrait faire ça après chaque match. Mais sur celui-là, c'est vrai que c'était flagrant Ouais. et c'était frustrant. Et puis le tir de Karl Anthony Town à la fin qui a mis le match En hors de plus, il avait portée. été très bien défendu par Jakob pratiquement tout le match, mais en Ouais. quatrième quart-temps, il a pris le dessus. Il a trouvé son adresse à 3 points. Il fait Ouais. encore une grosse début de saison, hein. Jakob Poeltl quand même qui sauve la mise. Et retour de Olynyk quand même, Ouais, chose qu'il faut ouais. préciser. Ouais, Il perd ouais. Barnes, mais il récupère Oui. un deuxième intérieur. C'était le seul intérieur, Paul, depuis le début de la saison. Et en NBA, jouer avec un seul intérieur, Ah, c'est vraiment que le difficile. nombre d'écrans qu'il fait par match, lui, je peux vous dire qu'il faut du cardio hein, quand même pour aller. Et Olynyk qui fait 100% au tir sur son Ouais, ouais, 100%. Il est très intelligent. Il est Voilà. très intelligent. À bonne place au bon moment et puis il voit ses coéquipiers. Puis la différence entre Kelly Olynyk et Jakob, c'est que lui, il peut tirer à 3 points. Donc il est dangereux. Bon, même si sa défense, c'est pas aussi. Il apporte un petit peu de Ah, vitesse, je trouve, Olynyk. Il a ce petit côté un peu. Il va chercher à provoquer un petit peu quand même. Il a eu pas mal de petites altercations des fois avec des joueurs. Et quelque part, dans une équipe aussi jeune que les Raptors, ça peut aussi. Oui, c'est un joueur d'expérience, ça se Ça peut voit. amener quand même quelque chose. Hein. Ouais. C'est un défenseur intelligent, mais c'est un mauvais défenseur sur l'homme et dans Sur l'extérieur. la mobilité. Il n'a pas de Ah. mobilité. Mais ce qui est intéressant, c'est de le voir dans un 5 avec Scotty et avec Mobo qui peuvent compenser ça. Oui, c'est ça. Et si tu n'en as qu'un seul qui est un joueur négatif en défense, c'est pas un problème vu ce qu'il apporte en attaque. C'est juste que là, avec la blessure de Scotty, c'est plus compliqué. Ouais. Ouais, non, moi je suis très content du retour de Olynyk parce que c'est un joueur qui apporte énormément en défense. On a vu les problèmes de perte de balle avec la second unit. Normalement, c'est un gars qui va te faire tourner ton banc parce que c'est un gars sûr, c'est un gars intelligent, il prend les bonnes décisions, il fait des bonnes passes. Donc ça s'est pas trop vu contre Miami hier, malheureusement, mais Puis Ouais. les grands, ils t'apportent une solution sur les zones presse quand même. Donc quand t'as que des petits, sortir d'une zone presse, quand t'as pas un bon manieur de balle, c'est compliqué. Ouais, Et c'est- vu le c'est nombre vrai. vu le nombre de Ouais. pertes de balles qu'ils font par match, ça peut leur apporter aussi des solutions, je crois. Mais le retour de Olynyk marque aussi l'absence de Chris Boucher. exact. Donc il est vraiment sorti de la rotation et puis il avait fait un bon début de saison. Mais retour de Barnes, de Olynyk, et puis là, ça fait que c'était lui qui venait en premier à la sortie du banc. Mais là, il est vraiment sorti à la rotation et là, les spéculations commencent sur le départ éventuel de Chris Boucher. C'est vraiment dommage de ne pas le faire jouer parce que c'est un de mes joueurs favoris. Parce que, Faut se battre. c'est ça. Donc, c'était ça contre New York. Et puis, ce jeudi, un match contre Miami qui a bien débuté. Mais Très bien débuté. très, très bien débuté avec un match énorme de Grady Dick. Et puis, ça jouait très bien. Et puis, Jakob Poeltl qui commence à sortir du banc parce qu'il n'était pas sûr de jouer ce match-là. Mais en deuxième quart-temps, et puis tout au long de la deuxième partie, c'était vraiment difficile pour les Raptors. Et bien sûr, sans Scotty Barnes, défensivement et en attaque, ils ont commencé sans meneur traditionnel. Donc, qu'est-ce que tu gardes de ce match-là contre Miami, à Miami? 18 minutes excellentes et puis derrière, plus rien. Ils ont terminé le deuxième quart par un 33-10 encaissé d'une violence. Comme d'habitude, l'adresse à 3 points qui fait une énorme différence. Les pertes de balles, c'était plutôt pas mal au début. Ils en avaient que 8 à la mi-temps et je sais plus avec combien ils terminent, mais c'était pas catastrophique par rapport à d'habitude. 11 sur le match. 11 sur le match. Voilà, ce qui est bien. Donc c'est très bien pour les Ça, Raptors. pour le coup, Ouais. Pour le coup, c'est excellent même. ouais. Ils en ont perdu que 3 en deuxième mi-temps. Ah, c'est étonnant. Mais ouais, c'est très bien. RJ Barrett, nouveau rôle. On savait avec Scotty qui n'est plus là. Nous, on s'attendait à ce que Davion Mitchell soit le meneur titulaire. Oui, c'est ça. Il a décidé de jouer Mobo et de mettre RJ à la main. Comme on dit, c'est des leçons à prendre. Je pense que RJ fait un triple-double, mais il fait pas un bon match. Ouais. Il a été excellent par contre en défense sur ses 18 premières minutes. Il fait 2 interceptions en tapant les ballons dans les mains. Il fait un contre. Il était plutôt mobile. Il suivait ses joueurs. Et puis en fait, il a plongé après. Mais comme tout le monde en fait. Vraiment, je trouve que en fait, Barrett, c'est vraiment un baromètre pour cette équipe. Et après, on va avoir notre petit débat sur pourquoi les Raptors sont moins bons à l'extérieur. Mais en fait, RJ Barrett, c'est le baromètre de l'équipe. Et malheureusement, il fait un triple-double, mais il n'est pas adroit. Ouais, c'est ça. Après, le hit avait game plan pour lui, hein, clairement. Mais bon, il rate des trucs qu'il rate pas à domicile en général, des petits flotteurs, même des lay-up main droite. Bon, c'est pas sa meilleure main. C'est ça. Mais généralement, il les rate pas quand même. À chaque fois, on s'étonne de dire oh, il a réussi. Mais en vrai, il les rate rarement. Il en fait rarement des lay-up main droite, mais il les rate rarement aussi. Mais là, hier, il n'était pas dans un grand jour dans l'adresse et il perd 6 ballons.
quand tu fais 10 passes décisives, tu perds 6 ballons, C'est- ça ouais, annule un petit ouais. peu, tu sais, on fait le C'est ratio ça. passe Est-ce que c'est son premier triple-double de la saison? Deuxième de la Deuxième. saison. Deuxième. Ah, pas Mais mal. le premier avait été impressionnant, il avait mis plus de 30 points, je sais plus contre qui c'était, mais c'était un très très gros match. Sinon, que retenir? Que retenir? Grady qui était bon. Grady, manque d'adresse à 3 points. D'ailleurs, son adresse à 3 points est en chute, il est à 34% maintenant. Alors qu'il a Mais- été recruté pour ça. Mais il continue à faire bien tout le reste, hein, le tir à mi-distance sur Adebayo même. Il a feinté Adebayo à un moment avec son petit drop step là, c'était vraiment sympa. Mais ouais, Olynyk est passé à côté par contre hier. Il n'a pas mis un tir, ouais. je crois. Il va connaître un petit trou d'air. Mais c'est Ouais. comme ça en général, ouais. Les Blessure. Ouais. retours de blessure en général, c'est des fois ils vont faire un super premier match et c'est Ouais. après que le rust arrive là. Donc c'est. Le wall, Ouais. comme ils appellent ça, le Ouais. wall, le retour de blessure. C'est ça. Et puis, Jacoby Walter, intéressant encore, hein. Cette fois, il a mis dedans à 3 points. Donc, un bon match de sa Donc, part. c'était intéressant sur les deux derniers matchs. Oui, Peut-être oui, un oui. truc qui a un petit déclin. Un truc Ouais, qui- il a eu qui- 19 qui- points le match précédent. C'était, ouais. Depuis le retour de blessure, le passage en G-League, je trouve que ses performances sont de mieux en mieux. C'est toujours intéressant défensivement, donc pas mal. Et on a eu aussi du Davion Mitchell un peu agressif en attaque. On en a vraiment besoin. Ah oui, 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 oui. C'est Ouais, ouais. une des clés pour lui. Ouais, c'est le leader de la seconde unit. Hein. Mm. Ah ouais. C'est lui qui amène l'énergie défensive et qui est capable de pénétrer. Et puis, il dit lui-même qu'il est le meilleur défenseur de la ligue. Bon, ça, c'est lui qui le dit, sur, mais. sur les externes, en tout cas sur les meneurs. Ouais, non, il est vraiment excellent. Ouais, Il est vraiment excellent. Il peut te faire un match excellent. Il a des mains. Et puis, à 0 points, mais son impact, c'est. Et Jamal Shead aussi qui a eu un peu de temps de jeu et qui a mis ses 2 tirs à 3 points et qui était plutôt pas mal, mais c'est sur pas beaucoup de temps et c'était surtout au moment où les Raptors étaient bien. Après, il a plongé avec le reste de l'équipe sur la fin du deuxième quart-temps qui est vraiment cataclysmique. Voilà, donc ça, c'est les 3 matchs de cette semaine pour les Raptors. Alors, parmi l'actualité, on a inséré un petit débat, là, donc question du jour. Et aujourd'hui, on va discuter sur pourquoi les Raptors, ils peinent vraiment en déplacement cette saison avec seulement une victoire à l'extérieur jusqu'à présent. Donc, tu en as un peu parlé, peut-être c'est au rythme de RJ Barrett, mais c'est quand même flagrant. Autant de victoires, bon, pas beaucoup de victoires, mais seulement une victoire à l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut justifier ça ou bien interpréter ça, un seul match gagné à l'extérieur pour les Raptors, selon toi? Je pense qu'on peut mettre un peu ça sur le dos de la jeunesse. C'est une équipe très très jeune et qui doit prendre l'habitude des voyages en NBA, savoir se préparer. Et je mettrais plutôt ça sur le dos de la jeunesse. Après, c'est peut-être les adversaires aussi. On sait qu'en début de saison, il y a eu ce gros road trip à l'ouest Ouais. qui en Gros général match, hein. arrive Ouais. en janvier où l'équipe a le temps de plus se mettre en place. En plus, c'était quand les Lakers étaient bons. C'est ça. Les Kings aussi à ce moment-là étaient plutôt pas mal. Les Clippers chez eux. Et puis il y avait quoi encore? C'était quoi l'autre? Il y a eu Boston. Denver. Ouais, il y a Et eu puis Boston, c'est- ouais. New York. Ouais, New ouais. York, Ouais. oui, il y a le seul déplacement où ils auraient pu gagner, mais ils n'arrivent pas, c'est contre Détroit. Ouais. Et il y a ce déplacement aussi contre Charlotte. Charlotte, ouais. Ça, c'est un match qu'on aurait pu gagner. Mais il faut dire que, oui, c'est vrai, ils ne gagnent pas à l'extérieur, mais leur horaire, depuis le début de la saison, c'est de la folie. Je pense que ils ont l'horaire le plus dur de la NBA jusqu'à présent. Donc, cela peut expliquer peut-être ces performances à l'extérieur. Ouais, et puis il faut pas oublier, je fais un peu l'avocat du diable, hein, mais j'aimerais bien avoir la moyenne d'écart sur toutes les défaites. Ouais. J'ai vu, à part peut-être la valise qu'ils ont pris là contre c'était Miami, je crois, non, contre Dallas, mais encore non, c'était à domicile. Ouais. J'ai pas vu de grosses valises Ouais. depuis le début de saison. Oui, c'est vrai. Il Ouais. n'y a pas eu de plus 50, plus 40, comme on peut le voir, Non. même avec des grosses équipes. C'est toujours des matchs Je pense que accrochés. c'est juste le premier match contre Cleveland. Ouais. C'était à domicile. C'était à domicile, mais le reste, Ouais. c'est vraiment très serré. Même Boston, on a failli, Mais il a voilà. failli en tir à la dernière seconde Et ça, c'est le ouais. basket, des fois c'est de la chance. Hein, on a parlé, enfin voilà, l'arbitrage, le coup de sifflet qui vient pas forcément au bon moment, parce qu'effectivement des jeunes joueurs inexpérimentés qui n'ont pas encore le respect, on va dire peut-être des arbitres, comparé à des grosses figures comme Karl Anthony Towns, etc. Donc moi je pense qu'il faut plutôt s'intéresser à ça et se dire, le jour où si la mayonnaise prend, il va se passer quand même des choses intéressantes et parfois hop, il suffit d'un petit run.
Ouais, c'est ça. On a posé oublié. justement à RJ il y a quelques jours, justement sur sa performance à l'extérieur par rapport à domicile. Il a dit oui, à l'extérieur, il y a cette pression-là. Et puis, il faut pas oublier donc l'importance des fans. Parce que les fans de l'équipe adverse, ils supportent l'équipe. Donc, c'est pas la même chose que lorsqu'il est ici, il dort chez lui à la maison. Et puis, quand il vient, il y a tout un pays derrière lui. C'est pas la même dynamique, l'énergie n'est pas la même. Ouais, Ouais. New York et Boston, par exemple, quand Ouais. on est sur un match serré à toute fin dans les 2 dernières minutes, TD Garden, ça pousse. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce que j'allais dire pour rebondir sur ce que Guillaume disait. En fait, c'est vrai que la plupart des matchs sont serrés et souvent le facteur qui fait que ça passe d'un côté ou d'un autre, bah, c'est l'appui des fans. Ouais. Et les Raptors ont été pareil dans des matchs serrés à domicile où parfois bah, ça fait la différence parce que Ouais. tu as des repères aussi. Hein. Prendre un tir à la maison, c'est les repères visuels derrière le panier et tout. Et quand tu es à l'extérieur, tu changes de ville à chaque fois. Donc, c'est pas la même chose. Donc, je pense que oui, il faut le prendre d'un côté positif. Comme il l'a dit, c'est des matchs serrés à chaque fois. Ils n'ont pas pris de gros écarts. Et même quand ils prennent des gros écarts, la plupart du temps, ils arrivent à revenir. Même hier à Miami, ils étaient bien menés. Je ne sais plus jusqu'à combien ça a arrivé Ouais, ça l'écart. continue à se battre. Mais ils ont continué, ils sont revenus à 7-8 points à un moment, Mhm. tu vois. À chaque fois, il manque ce petit truc pour refaire basculer le match dans le bon sens. Mais ça, je pense que ça viendra avec l'expérience. Ouais. Et puis voilà, c'est... Surtout, ils poussent des gros joueurs à devoir élever leur niveau de jeu Ah, absolument. pour faire la diff. On Exactement. parlait de Kyrie, Luka, ou les gars, ils sont obligés, ils sont pas en balade. Ah ouais, d'accord, donc ça continue à défendre et ils sont obligés d'aller chercher des gros shoots. Honnêtement, sur l'NBA actuelle, toutes les équipes font pas ça. Hein. Ouais, Donc, c'est ça, c'est ça. Moi, je préfère voir des Raptors qui défendent, peut-être qu'ils perdent, plutôt que de voir des concours à 3 points sur des shoots qui n'ont pas trop de sens et surtout pas d'intensité défensive. Donc, on a parlé reconstruction, développement, c'est la saison. Ils le font bien. Ah ouais. Ils le font bien. Et puis, on voit que les gens. Parce qu'il y a des équipes, on en discutait, Guillaume, avant l'émission, il y a des équipes qui perdent et tu vois qu'ils le font exprès. Ils ne font pas d'efforts parce que pour des raisons qu'on connaît. Et puis, mais les Raptors, quand ils perdent la tête haute. Il n'y a pas de, comme il disait, il n'y a pas de victoire morale, mais tu vois que même les fans ne sont pas aussi frustrés parce qu'ils ont vu qu'il y a eu l'effort. Donc, les joueurs sont battus. Et puis, C'est ça. tu vois Davion Mitchell, tu vois Jamal Shead, quand ils entrent sur le terrain, ils se battent. Ils Ouais. veulent vraiment gagner. Et on voit la joie quand ils gagnent. Mhm. Avec comment ils fêtent, comment tu as vu Scottie Barnes et Yak après le match. Je ne sais pas si c'était contre Indiana, mais ils criaient yeah! Tu vois que vraiment, ils veulent gagner. C'est pas que ils y vont pour dire ok, on est en développement, on ne veut pas gagner, mais ils jouent quand même fort. Ça, c'est le coach, hein. Ouais. Coach Rajakovic, honnêtement. Gros respect sur la façon dont il manage ses troupes. C'est assez impressionnant, je trouve. Son petit rituel avec sa médaille à la Ouais. fin du match, Ouais. pour inclure tous les joueurs. Pour avoir été dans des clubs pro, c'est pas facile hein, de gérer les égos des joueurs. Le vestiaire, c'est un truc particulier quand même. Donc réussir à garder tout le monde motivé, ça c'est... Ouais, il fait un Gros travail, bonheur. il fait vraiment un travail. Et Il puis, est jeune. en tant que personne, tu vois qu'il est bon. C'est quelqu'un de Ouais. positif. C'est C'est ça. très drôle aussi parce que dans les conférences de presse, quand il vient, il lance des blagues. Lui, il a appelé Mike son ami italien. Vous m'avez comparé à un coach italien. Je dois comparer On à m'avait dit d'aller voir la photo sur Internet. Ma femme n'était pas très d'accord. Mais... Non, non, vraiment, il fait un travail excellent. Et puis, il care pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Et ça a l'air véritable. Ouais. On voit que c'est pas joué, c'est pas C'est- fake comme on dit en anglais. C'est vraiment, il va voir tout le monde, il prend des nouvelles de tout le monde et on sent que c'est authentique. C'est authentique et puis il parle aux joueurs. On n'a pas vu Chris Boucher jouer, puis on lui a posé la question. Il a dit oui, il était averti. Je lui ai parlé il y a 2 jours. Donc les joueurs, ils savent. C'est pas qu'ils sont surpris de ne pas jouer. Ils savent, il a communiqué avec eux. Je pense qu'il fait vraiment un bon travail. Et puis on va voir avec le retour de tout le monde comment ça va être la dynamique parce que depuis le début de la saison, il n'a jamais eu donc un staff complet. Donc Ouais, c'est ça. c'est une saison pas très facile pour les Raptors. Voilà un peu sur notre discussion. On va terminer cette partie de l'actualité des Raptors sur justement le joueur de la semaine. La semaine passée, c'était un autre joueur. Cette semaine, c'est Jonathan Mobo, quand même qui surprend beaucoup d'analystes. Et puis, depuis le 7, donc du 7 au 12 décembre, le match du 7, c'était contre Mavericks, ça fait 6 points, 8 rebonds, 2 interceptions. Le match contre les Knicks, c'était 10 points, 9 rebonds, 3 contre.
Et puis le match contre Miami, c'était 7 points, 6 rebonds et une interception. Mais pour lui, ça va au-delà des chiffres. Ça va vraiment au-delà des chiffres. C'est vrai, quand on l'a drafté, les gens disaient, oh, on le draft parce que c'est l'ami d'enfance, le meilleur ami de Scottie Barnes. Mais quand même, il est excellent dans les matchs, surtout ces derniers jours, Mike. Ouais, on en a déjà parlé avec Manu lors de l'épisode précédent, donc je vais essayer de ne pas faire des redites. Mais vraiment, ce qui saute aux yeux sur cette semaine, c'est ses qualités défensives. C'est un soir, il va défendre sur Luka. Le soir suivant, il se tape de Jimmy Butler. Vraiment intéressant parce que j'en avais parlé avec les gars d'envergure et ils le voyaient pas forcément comme un gars capable de défendre le point d'attaque, le joueur majeur qui a le ballon, mais il me l'avait plus décrit comme quelqu'un de polyvalent, qui peut facilement switcher, qui va boucher les trous un petit peu. Et là, je suis assez étonné qu'en fait, il défend vraiment bien en one-on-one, quoi. Ouais. Un contre un, il est impressionnant. Et qu'importe la position, et il peu peut. importe contre qui. Et puis voilà, la deuxième chose qui ressort dans les stats que tu as donné, c'est que c'est un joueur qui prend énormément de rebonds. Et ça fait du bien parce qu'on sait que ça a été l'un des gros problèmes des Raptors, notamment l'année dernière, parce que non seulement la défense était faible, mais en plus, le peu de fois où il faisait des stops défensifs, rebond offensif à chaque fois. Je trouve que Mobo fait extrêmement du bien. Après, je pense qu'il est perfectible en attaque. Il a une bonne vision de jeu, il prend souvent les bonnes décisions. On peut le comparer. La comparaison est facile, mais certains disent que c'est un Precious Achiuwa avec un QI basket. Bon, c'est un peu méchant pour Precious, mais c'est un peu le cas parce qu'on se rappelle que Precious avait tendance des fois un peu à foncer dans le tas et réfléchir après. C'est ça. On voit que Mobo... Sa prise de décision, c'est ouais. Je l'ai vu la semaine dernière en G-League. Moi, j'avais été impressionné par sa capacité. Il est rentré, il domine. Il est rentré en G-League, il a dominé, que ce soit défensivement ou offensivement. Prise de responsabilité et sur un temps de jeu petit en plus, je crois qu'il a dû jouer 15 à 20 minutes parce qu'il devait sûrement jouer le soir. Domination totale, clairement le gars il a un impact sur l'équipe tout de suite et finalement ça se retranscrit sur l'équipe A et il fait partie aussi un peu, je continue un peu là-dessus, mais il fait partie de ces profils que la NBA maintenant amène beaucoup, c'est-à-dire plutôt grande envergure, plutôt fin, très mobile. Donc du coup capable de défendre sur plein de postes et surtout mobile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit plein de nos Frenchies débarquer, c'est toujours un peu la même chose, on est sur du 2 m, 2 m 05, des grandes envergures, des longs bras, des jambes qui vont vite et effectivement aussi un peu de QI basket. Et en fait on va en voir de plus en plus des joueurs comme ça. Donc l'époque un peu des gros musculeux, super athlétiques, méga puissants, ça commence à rester maintenant dans les années 2010 et on va vraiment aller vers ce genre de profil de joueur-là. Ouais, et puis le peu de fois qu'il a pris des tirs à 3 points, il les a mis. Il ne tire pas beaucoup à distance, mais certaines fois, il prend des tirs et puis il les met. Ou à un moment, on dit, il ne faut pas prendre. Mais quand il laisse partir, Guillaume, moi et Mike, pendant le match, on est journaliste, mais on est fan. On dit, il ne faut pas prendre. Des fois. Les joueurs, non, oui. Comme je oui, c'est ça. Non, oui. Quand je vois Devin Mitchell prendre un tir, je dis, non. Et puis là, il marque et puis il dit, oh oui. C'est toujours drôle. C'est toujours drôle. Tant que le joueur il se met par terre défensivement, tant que si le shoot est ouvert, tout seul contre 3, je dis non, mais si le shoot est ouvert, Mais en tout cas, Mogbo, avec toute la classe des rookies cette année, c'est vraiment un bon choix de la part de Massa et son équipe. Ils ont eu vraiment de joueurs avec énormément de potentiel et puis avec le temps qui vont bien se développer. On voit. Le numéro de draft, je me souviens plus, Mogbo. 31. Ouais, c'est ça. C'était le premier du second tour. Du second tour. Et tu sais, cette année, ils avaient fait en deux parties, donc on avait le first pick du deuxième tour. Et puis ils ont pris Mogbo. Et puis le jour de la draft, Scottie Barnes était chez lui. Oui. Donc ils étaient ensemble au salon et puis ils ont reçu la nouvelle ensemble. Et puis Scottie Barnes, il y avait quelques larmes aux yeux d'avoir son meilleur ami. J'imagine que franchement c'est une belle histoire. Dans NBA où il y a tout le monde qui s'en va comme ça du jour au lendemain, tu as la chance de pouvoir partager 2 ou 3 ans de ta vie avec ton meilleur pote. Ouais. Ça, c'est Et puis il fait un travail excellent, Mogbo. Il fait vraiment un travail excellent, que ce soit en défense, en attaque. Et puis, comme tu l'as dit, Mike, chaque soir, il défend contre de bons joueurs. Donc, je suis vraiment content qu'il est chez nous, qu'il soit chez nous. Et puis, voilà. Mais c'est ça, pour conclure, je reviens sur ce que disait Guillaume. Ce qui est les deux choses les plus dures en NBA, je pense, à réaliser, c'est jouer avec ses amis. Et on a vu les gars de Villanova là, qui ont été réunis à New York et jouer pour sa ville.
Et on a quand même RJ Ouais. qui vient jouer pour sa ville, Olynyk qui vient jouer pour sa ville, Ouais. et Scottie Barnes qui a son meilleur ami dans l'équipe. Donc je pense en termes même de juste construction d'équipe et de motivation, d'osmose et tout, Ouais, c'est je pense ça. que c'est une excellente chose. Ouais. L'osmose humaine, la manière dont Exactement. tu construis, ça c'est des chances. Hein. Ah ouais, et puis ils ont passé beaucoup de temps ensemble l'été, ils ont fait beaucoup de voyages, ils étaient en Espagne, ils ont été à Miami, donc c'était vraiment une cohésion d'équipe qui marche, et puis on voit le groupe s'amuse, ça s'amuse, et puis c'est une très bonne chose pour cette équipe-là. Voilà, c'est sur ces points qu'on va conclure cette partie actualité. Après la pause, on va revenir sur l'invité de la semaine. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Voilà, bon retour tout le monde. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Il s'agit de Guillaume Meurice, un spécial, physiothérapeute, coach de force de conditionnement et spécialiste en réhabilitation avec une expérience impressionnante auprès d'athlètes professionnels. Originaire de France, récemment installé à Toronto, Guillaume a collaboré avec des joueurs et des équipes prestigieuses, notamment Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly, lors de leur ascension à NBA. Sa philosophie met l'accent sur l'autonomie des athlètes, l'importance de traitements personnalisés, intégrant des approches novatrices comme le contrôle moteur et la thérapie manuelle. Tu vas nous expliquer tout ça avec un parcours marqué par son engagement pour la performance et la prévention des blessures. Et donc, Guillaume est ici pour nous parler de son expérience, de ses projets à Toronto et aussi pour partager ses réflexions sur les défis actuels dans le monde du sport, notamment l'augmentation des blessures en NBA. Bienvenue, Guillaume. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Plaisir. La première fois qu'on s'est rencontrés, je vais répéter la même question. Wembanyama, il est passé entre tes mains. Raconte-nous cette expérience-là de travailler avec Victor. Déjà, il faut s'adapter, parce que c'est pas tous les jours qu'on tient des jambes d'une longueur pareille. Je crois que ce qui m'a le plus impressionné, c'était la pointure de chaussure. Littéralement, sa chaussure faisait mon avant-bras. Donc, ça se permet d'avoir un peu de comparaison. C'était une expérience magique. Moi, j'ai adoré. Je crois que ça a été un peu un certain aboutissement dans ce que j'ai fait quand j'étais dans ma carrière à Paris. J'ai beaucoup travaillé, moi, plutôt individuellement avec les athlètes, et j'ai commencé à travailler pour des équipes assez tard, mais notamment avec des jeunes équipes en tant que bénévole, pour essayer de construire des programmes un peu justement d'éducation par rapport notamment d'éducation à la blessure. Et puis en fait, le hasard fait que petit à petit, tu rencontres d'autres personnes. Le monde du basket, c'est un monde très petit, qui t'introduisent auprès d'autres personnes, puis du coup tu fais physio pour une autre équipe avec des joueurs un peu plus expérimentés, qui à l'époque c'était le Levallois Sporting Club, qui partageaient les mêmes locaux que les Metropolitans. Je me suis lié d'amitié avec le préparateur personnel de Victor, et à un moment donné, il y a eu un besoin de kiné dans l'équipe, ce qu'on appelle ça kiné en France. Et finalement, j'ai l'agent de Victor qui m'a appelé pour me demander si je voulais faire partie du staff, parce qu'il y avait un peu de problèmes, de blessures notamment dans l'équipe. Et cette année-là, c'était une année un peu particulière. Victor était là, il y avait ESPN qui venait diffuser des matchs du championnat de France pour la première fois de l'histoire du championnat de France. La salle était pleine à craquer à tous les matchs, les places se vendaient en moins de 5 minutes top chrono, on remplaçait Bercy en 5 minutes top chrono. C'était des choses qui étaient jamais vues en fait dans l'histoire de la Betclic Elite. Mais ça, c'était grâce à Victor, grâce à Victor, parce que Victor, il avait cette qualité qui était incroyable déjà à l'époque, à même pas 18 ans, en fait d'amener cette rigueur de professionnalisme, cette envie de gagner, vraiment cette rigueur dans l'approche qui se transmet autour de lui. Il a vraiment un aura vraiment par rapport à ça, ce qui fait que tout le monde a envie d'être pro, tout le monde a envie de se donner, même le joueur qui va pas jouer, en fait finalement au bout d'un moment tu es obligé d'aller dans cette direction-là. Et même en tant que kiné ou coach, en fait toi aussi tu te dis en fait non, on va essayer de faire le max, quoi, parce que finalement c'est chaque petit maillon de l'équipe qui fait que on apporte un petit truc, chacun apporte un petit quelque chose, et on a eu la chance d'aller jusqu'en finale contre Monaco. On a joué à Bercy, Roland Garros, c'était des expériences incroyables. Quand tu es sur le bord du terrain et que tu as 15 000 personnes qui te regardent comme ça, alors moi je n'étais pas sur le terrain, j'étais au bord, mais du coup tu as cette espèce de vivre cette ambiance pré-match, que ce soit les shootings, être à l'intérieur du staff,
de vivre aussi les moments d'après-match. Alors, physio, c'est toujours un peu le métier le plus. Justement, j'avais ça comme question. À quoi consiste ton travail, en fait? En tant que physio, en fait, c'est un travail d'accompagnement. Un travail d'accompagnement des joueurs. Tu accompagnes, tu évalues leur. Alors, nous, on était assez. On était vraiment que des physios et assez peu de préparateurs physiques là-bas. Mais en NBA, par exemple, il y a beaucoup plus de staff. Tu as quand même plus de physios par joueur. Et tu as aussi des coachs basket individuels, tu as des préparateurs physiques individuels. C'est un travail d'accompagnement et l'objectif du staff, c'est d'évaluer la condition physique du joueur. Qu'est-ce qui va être, quelles seront les choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et qu'on va essayer d'aller développer. Est-ce que c'est quelque chose... On va toujours essayer d'appuyer sur les points forts plutôt que d'absolument vouloir contrebalancer les points faibles. Parce que l'objectif d'un joueur, c'est d'être rentable sur le terrain. Il va jouer 10 minutes. S'il saute haut, on va essayer de faire en sorte qu'il continue à sauter haut parce que c'est grâce à ça qu'il va réussir à apporter quelque chose. Et puis après, dans les temps plus faibles de la saison, on va peut-être essayer d'appuyer un peu plus sur les points faibles. Donc on va essayer, le but c'est d'évaluer et de faire en sorte de maintenir le niveau de perf. Si possible, de l'augmenter. Ça, c'est assez rare parce qu'en fait, il y a tellement de matchs dans la saison qu'on va pas se mentir, il n'y a pas de temps pour faire du développement athlétique ou du développement même individuel basket. C'est très compliqué. Donc du coup, le but c'est de maintenir ce niveau-là et de faire en sorte que le joueur se sente dans les meilleures dispositions possibles pour perfer. Parfois, ça passe par faire des choses qui ne sont pas forcément scientifiquement prouvées. Du moment que le joueur il réagit bien. Donc en fait, on va essayer soit par exemple faire du massage d'après-match pour relâcher les tensions musculaires parce qu'il va être gêné à son épaule et que ça a un impact sur son shoot, soit ça va être carrément lutter contre des douleurs qui commencent à apparaître. Là je prends l'exemple d'Olini qui avait ses problèmes au dos, je ne sais pas du tout ce qu'il y a eu comme traitement auparavant, mais du coup tu mets en place un protocole avec les autres parties du staff de manière à ce que le joueur puisse récupérer le plus vite possible dans les meilleures dispositions. Et après, du coup, le kiné, enfin le physio, il a tout un arsenal à sa disposition. Ça peut être de la thérapie manuelle où on va utiliser nos mains pour bouger le corps et débloquer un petit peu des zones qui vont perturber la motricité du joueur ou réduire son seuil de douleur. Ça peut être, moi j'utilisais beaucoup des aiguilles d'acupuncture pour venir piquer dans le muscle, on appelle ça du dry needling, qui marche très très bien parce que ça levait les tensions quasi instantanément. Je crois d'ailleurs que j'avais juste avant la demi-finale du championnat de France avec Victor qui avait le dos complètement bloqué. Il a fallu que je mette une bonne grosse aiguille quand même parce que l'aiguille fait quasiment 6 cm dans le muscle qui bloquait. Je crois que c'est l'aiguille la plus chère de l'histoire que j'ai dû planter. Et je peux vous dire que je faisais pas mon malin au moment où je le faisais. Mais bon, du coup, ça avait permis de relâcher son dos par exemple et lui permettre de jouer la demi-finale. Ça peut être d'orienter le programme physique du joueur de manière à peut-être rééquilibrer un peu certaines parties du corps parce que tu peux être amené à avoir des espèces de déséquilibres musculaires liés soit à ta musculation, soit à ton jeu qui peuvent amener des douleurs chroniques. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Et moi, du coup, j'essaie d'intégrer aussi des dimensions un petit peu plus particulières, notamment liées au cerveau. J'étudie beaucoup l'approche un peu neurologique. Quand un joueur est sur le carreau pendant longtemps, par exemple, comment est-ce que tu stimules sa tête et son corps? Un joueur de basket, je sais pas, il n'y a pas de stats en fait là-dessus, mais combien de cibles un joueur de basket regarde par seconde quand il va recevoir la balle, par exemple? Quel scan il doit faire avec ses yeux? Ça, en fait, ça fait partie des choses qu'on travaille très peu encore aujourd'hui. Et faire du travail d'oculomotricité à haute intensité combiné à du travail de renforcement musculaire, ça fait partie des pistes que moi j'essaie d'explorer pour amener le maximum de stimulation et faire en sorte que l'athlète, quand il revienne, il se sente prêt. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ça vous permet de voir aussi un peu, c'est avoir accès à des stats. Tu vois que quand moi je jouais à la Ligue au Burundi, il n'y avait rien de tout ça. Mais je te rassure, en France aussi, c'est pareil, même si c'est professionnel, on partait de loin. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de métiers comme le mien qui se spécialisent autour d'un sport. Il y a des sports qui sont très spécialisés. Je prends l'exemple du rugby, par exemple. Le rugby, ils ont réussi à développer une spécialisation vraiment autour de la prise en charge parce que chaque sport a une vraie particularité. J'écoutais un podcast la semaine dernière sur notamment la responsable des physios de l'UFC qui, pareil, en fait, ça amène vraiment quelque chose c'est un sport, tu ne prends pas en charge une personne qui fait l'UFC comme tu prends en charge une personne qui apprend le basket, ne serait-ce que l'approche mentale. On en parlait avant l'émission, le basket, on parlait des blessures, mais Michael Jordan dans The Last Dance, il disait un joueur de basket, il est toujours touché.
Ouais, c'est vrai. Il est toujours touché. Il n'a pas de grosses blessures, mais il est toujours touché. Il y a toujours quelque chose. Une cheville qui fait mal, un genou, un dos, un doigt un peu qui prend une balle. Le joueur de basket, il n'y a pas de très peu de matchs finalement dans sa carrière où il va se sentir bien à 100%. Ouais. Parce que ça demande tellement d'intensité comme sport. C'est tellement intense que, et encore plus dans des championnats NBA où tu as quasiment 100 à 110 matchs. Mais même en Europe aujourd'hui, les meilleurs clubs qui vont le plus loin en Euroleague, ils jouent quasiment 80 matchs dans l'année. Monaco l'année dernière c'était 72 je crois. Cette année ça va monter encore. Donc en fait l'écart se nivelle. Ouais. Donc, J'ai tellement de questions, mais je vais laisser Mike si tu as quelque chose à... Je voulais juste savoir, est-ce que tu penses que Wembanyama, on a vu qu'il avait une approche différente de son corps et tout. Ouais. Est-ce que tu penses que, justement, tu disais, c'était pas encore très avancé en France. Est-ce que grâce à lui, ça a permis de faire avancer les choses, justement, d'essayer de trouver des manières différentes, peut-être plus individualisées? C'est exactement ça. Alors j'ai la chance de bien connaître du coup Guillaume Alquiez, qui est le préparateur personnel de Victor, qui est aux Spurs, qui fait partie du staff maintenant des Spurs. Et c'est en ça qu'on avait vachement sympathisé, c'est qu'on avait justement cette approche un peu holistique avec notamment une approche peut-être un peu plus cérébrale et pas forcément que musculo-tendineuse. Donc le but c'est d'entraîner aussi le cerveau et pas forcément d'entraîner que le muscle. Bah ouais, bien entendu, forcément, c'est une locomotive. Quand tu as le meilleur joueur potentiellement en devenir, qui est plutôt en bonne santé et qui continue de se développer de cette manière-là, de manière aussi impressionnante, année après année, aussi jeune, effectivement, ça permet vraiment de jeter. En fait, ça donne des bases sur lesquelles tu peux t'appuyer. Et en général, ce qui se passe après, c'est qu'on va avoir des structures qui vont faire de la recherche autour de ça. La chance qu'a Victor, c'est qu'il est aux Spurs, et les Spurs, comme c'est pas un gros marché, ils mettent l'accent sur leur savoir et leur méthode. Ils vendent leur méthode. Donc ils ont construit un énorme centre pour la performance là-bas. Et donc du coup, ils se mettent à faire beaucoup de recherches. Et Victor, c'est un patient zéro incroyable pour ça. En France, on a par exemple on a Bourg-en-Bresse, qui est un club qui est un petit club qui paraît pas comme ça, mais qui fait un travail exceptionnel dans leur approche, dans leur formation chez les jeunes. C'était là où il y avait Zachary Rizaché, Bourg-en-Bresse, il a fait sa dernière année avant de... On a à Monaco dans un autre style, mais qui a aussi un staff assez étoffé. Paris aussi, qui aujourd'hui perf beaucoup avec un staff derrière qui... Alors, juste des bonnes conditions de travail en fait pour les joueurs. Le joueur, à partir du moment où tu sens qu'il y a une équipe autour de lui, où il sent qu'il y a une équipe autour de lui pour le prendre en charge, qui lui fait faire des choses qui ont sens pour lui, qui sont effectivement personnalisées, bah, en fait il est bien et il perf. Si par contre demain, je sais pas, je prends un exemple, je me mets à faire un programme de musculation qui va pas à Scotty Barnes, bah en fait il va peut-être très mal le vivre, il va pas se sentir bien, il va peut-être pas dire quelque chose, mais ça va se traduire par quoi? Bah, en fait, la performance qui va baisser parce qu'en fait le niveau de préparation n'est pas celui qui lui correspondra. Et c'est ça justement, c'est cette individualisation et c'est ça qui est le plus difficile à faire, de trouver les leviers sur lesquels on va pouvoir tirer pour que le joueur puisse débloquer des choses. Il y a tellement de choses. Parfois, ça peut juste être, je sais pas, soigner un petit doigt. Ouais. Et rien, le petit doigt sur la main gauche, ça guide peut-être mieux la balle et hop, tu as 15% à 3 points qui prennent d'un coup. Parfois, c'est une vieille cheville qui traîne et qui fait un peu mal. Et puis par rapport à ça, il y a aussi les joueurs qui gâchent un peu, parce que c'est aussi là-dessus, il y a des contrats en jeu, il y a beaucoup de choses. Parfois, la blessure elle est là, tu sais pas trop, le joueur il a mal, mais bon voilà, ça moi ça a été un vrai casse-tête quand j'étais dans les équipes où je suis quelqu'un de très, comment dire, je prends les choses à cœur, quoi, donc moi je traite les choses, pour moi j'ai du mal avec le mensonge, on va dire, et il a fallu que j'intègre cette partie-là en me disant, bon alors Ricky il a mal, je le respecte, je vais essayer de faire quelque chose, mais il y a un petit côté de moi, une petite voix dans ma tête qui me dit bon, il a envie de partir aussi du club, je sais qu'il y a peut-être un autre contrat derrière, il n'a pas trop envie de jouer, bon, qu'est-ce que je fais? Ouais. On discutait justement avant l'émission sur le nombre quand même élevé de blessures cette saison en NBA. Comment explique ça, ces blessures-là? Parce que c'est comme à chaque jour, il y a un joueur blessé, et puis c'est pas de petites blessures, c'est vraiment des comment expliques-tu ce moi, je suis pas phénomène? trop d'accord sur le nombre élevé de blessures. Je trouve que ça change pas des masses. Après, je sais pas s'il y a des stats. J'ai pas de stats, mais je suis curieux d'avoir les stats, effectivement. Ouais. C'est vrai que c'est plus une impression qu'autre chose. On a toujours cette impression. Il y a de plus en plus de matchs, il y a de plus en plus de joueurs. Dans les années 2010, enfin dans les années 2000 plutôt, il y a eu des gros problèmes avec les ligaments croisés. C'était à l'époque où Russell Westbrook s'était pété coup sur coup les croisés. Puis il y avait plusieurs joueurs, Derrick Rose aussi, voilà. Il y avait plusieurs joueurs quand même. Donc la ligue avait sorti les gros moyens. Et ce qui est un peu d'ailleurs la différence avec l'Europe, c'est qu'en NBA, quand ils ont une problématique, ils disent bon les gars,
Le premier qui me sort un protocole pour limiter les blessures aux ligaments croisés, bah, il prend 5 millions. Bon, bah, là, je peux te dire qu'il y avait un paquet de gars qui ont fait des protocoles à fond. Et bah, mine de rien, la conclusion, ça a été quoi? On va travailler sur l'atterrissage. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à force de mettre des dunks de bourrin, les gars retombaient sur leurs genoux de manière répétée. Et à chaque fois, bah, mine de rien, c'est quand même le panier est à 2,05 m. Donc si à chaque fois tu retombes sur tes genoux, tu as une chute de 2,05 m répétée X fois par match, X fois par entraînement, bah, en fait, les genoux, ils prennent. Et bah, ils en sont venus à cette conclusion qu'en fait, il fallait éduquer les joueurs au landing, à l'atterrissage. Donc fais attention à l'atterrissage, et c'est pas pour rien que quand on voit des gars dunker, boum, on les voit atterrir un peu, flex, en descendant bien bas, etc. Bah, parce que finalement, on leur apprend ça. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a plus de douleurs, ça a l'air d'être un peu plus des problèmes chroniques. Il y a des joueurs, je sais pas trop si c'est des trucs un peu liés au contrat, ou si, en fait c'est ça qui est difficile. Est-ce que ce sont des blessures est-ce que les joueurs sont plus fragiles qu'avant? Est-ce que c'est la vitesse du jeu qui a augmenté par rapport à avant et qu'on est dans une phase de transition où le profil des joueurs évolue? C'est ce que je disais un peu au début. Le profil des joueurs évolue, et est-ce que des joueurs, je te donne un exemple comme Paul George, que je respecte énormément et que j'adore ce joueur, mais qui s'est vraiment quand même beaucoup de matchs depuis le début de sa carrière. Alors Paul George, je crois qu'il s'est fait croiser quand il était il s'est fait une grosse fracture de la jambe. Grosse fracture. C'est avec Team USA, ouais. Typiquement, grosse fracture, tu peux dire que le joueur, il va ramer après pour le reste de sa carrière et que ça va forcément avoir un impact de près ou de loin sur des choses, et que ça peut engendrer, si la prise en charge n'est pas optimale, ça peut engendrer des problèmes sur le long terme. Est-ce que des joueurs comme Paul George ont le profil physique pour pouvoir jouer le jeu qui joue aujourd'hui la NBA? C'est-à-dire où il y a moins de contacts défensifs et où en fait il faut courir pour trouver des positions ou être un excellent joueur de 1 contre 1. En fait, on est peut-être dans cette transition-là où le profil des joueurs évolue vers le style de jeu que la NBA est en train de mettre en place, mais du coup ça laisse un paquet de gars derrière sur le carreau qui vont ramer pour adapter leur profil à ce genre de jeu-là. Mais des joueurs comme Zion ou bien récemment Kawhi, avec des blessures chroniques, c'est pas juste une saison. Depuis que Zion est en NBA, il n'a jamais fait une saison complète. Comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent ce genre de problème pour Zion ou bien Kawhi Pour moi, c'est ce que j'expliquais au début. C'est-à-dire que le joueur, si tu n'as pas trouvé les bons leviers pour attirer, pour que le joueur se sente bien et que son corps réagisse bien à l'effort, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être du levier physique. Bon, le levier physique, la préparation physique en NBA, c'est quand même pas non plus n'importe quoi. Ils savent ce qu'ils font. Même si des fois, ça dépend encore une fois des franchises. Tu sais pas trop. Les Pelicans, c'est une franchise jeune. Ils n'ont pas peut-être une structure performance aussi développée. Il y a eu des histoires l'année dernière à propos de justement leur team de trainers. Et puis il y a aussi, est-ce que la team trainer est vraiment indépendante et peut faire ce qu'elle veut sans avoir ou est-ce que tu as un pseudo magicien qui débarque du jour au lendemain pour essayer de soigner parce que c'est le pote de la superstar et que c'est le cousin du cousin du cousin, parce que ça existe aussi, c'est comme ça que ça se passe vraiment. Et donc du coup là tu rentres dans une prise en charge qui va peut-être faire du bien aux joueurs, mais qui est pas non plus sous contrôle de la franchise. Il faut trouver cet équilibre. Un joueur comme Zion, il n'a jamais trouvé cet équilibre là. Donc du coup tu n'es pas dans l'ombre de ce qui se passe, donc on ne peut pas vraiment projeter de réponses précises, mais c'est peut-être effectivement un manque d'éducation peut-être à la base. Zion, ça fait partie de ces joueurs qui ont été draftés assez jeunes, et surtout avec un statut de méga star, dans une franchise qui en avait besoin. Parce que les Pelicans c'était assez jeunes, ils cherchaient à se construire une identité, surtout l'après Chris Paul. Est-ce que ça a été poussé trop vite? Probablement. On parlait, il y a eu Lonzo Ball là, qui il y a pas longtemps a remis en question les méthodes d'entraînement de son paternel qui lui faisait courir des marathons sur colline pendant les étés et qui pense que ça a forcément eu un incident sur ses genoux. C'est sûr, c'est vrai, parce que ça s'improvise pas, un développement athlétique. Normalement, c'est quelque chose qui c'est méticuleusement calculé, même j'ai envie de dire, et peut-être parfois trop, on en reparlait aussi tout à l'heure, peut-être qu'il y a trop de calculs. Tu vois, Scottie Barnes l'année dernière, tu disais oui, ils ont décidé de ne pas le faire jouer sur la fin de saison. S'il est en bonne santé, j'ai envie de dire pourquoi. En fait, il est là, il est payé pour faire du basket et il aime faire du basket. C'est peut-être que son corps il a besoin de basket pour se renforcer à faire du basket. Tu vois, c'est des fois on calcule trop. Et Kawhi Leonard, c'est un exemple un peu particulier parce que ça fait quand même 3 franchises. Alors, il a fait 6 mois incroyables ici, bien entendu. J'aurais d'ailleurs adoré être là. Malheureusement,
le move, On a été là pour toi. Ouais. Le move, c'était trop tard. Mais tu regardes là, il a les mêmes problèmes qu'à Los Angeles qu'il avait déjà à San Antonio. Tout le monde disait qu'il simulait un peu à San Antonio parce qu'il voulait prendre son chèque et aller sur un gros marché. Bon, bah, finalement, il est sur son gros marché, il a les mêmes problèmes de genoux, les mêmes problèmes. Donc, est-ce que c'est un joueur qui a caché des trucs quand il était à l'université? Tu vois, est-ce qu'il les 6 mois qu'il a joué à Toronto, est-ce qu'il n'était pas sous anti-inflammatoire chronique, mais que lui prenait pour cacher un peu la douleur et pour voir parfait? Tu vois, Il y a des choses qu'on... Mais quand même, il faut dire que les Raptors ont une très très bonne équipe de trainers. Ouais, Je pense que leur vice-président, je sais pas son titre exact, il est parmi les meilleurs. Il a travaillé avec Kobe, Shaquille O'Neal, du temps des Lakers. Il a quand même fait beaucoup de champions. Et c'était lui qui était en charge justement du programme de Kawhi. Et puis le load management, c'est partie de Raptors qui ont su quand même bien le ménager pour qu'il soit bien performant dans les playoffs. Ils l'ont ménagé pour les playoffs et je pense que, comme disait Guillaume, pendant les playoffs, il devait jouer sous infiltration ou quelque chose comme ça parce qu'on sait que sur la fin des playoffs, son genou, il jouait sur une jambe. Et quand tu vois, il va dunker contre Milwaukee, je pense que, comme on dit, il a donné son corps sur cette fin de saison-là, mais à mon avis, il était au bout. Et c'est peut-être même pas une mauvaise chose qu'il soit pas resté avec Toronto parce que je sais pas s'il aurait réussi à garder son état de santé, puisqu'on a vu avec les Clippers, il n'a jamais retrouvé de la régularité dans... Même à l'équipe nationale, Team USA, ils ont dû le renvoyer à la maison parce Exactement. que... Bien sûr. Tu as dit un truc très important, il a donné son corps. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me bats depuis que moi je travaille là-dedans. On n'imagine pas à quel point ces gars et ces filles donnent leur corps sur ce genre de sport. C'est vraiment d'une intensité qu'on n'imagine pas et ça a un impact sur leur côté émotionnel, ça a un impact sur leur corps. Il y a beaucoup de joueurs par exemple qui ne dorment même pas après les matchs tellement le niveau d'adrénaline est élevé. Donc on dit l'hygiène de vie, etc. Mais c'est même pas juste une question d'hygiène de vie, c'est juste l'adrénaline est tellement élevée, liée au match, les lumières, tout, que réussir à redescendre, en fait, il y a peut-être des joueurs qui doivent mettre 10 ans de carrière avant d'arriver à trouver un équilibre nécessaire pour redescendre et trouver le moyen de... Donc parfois, tu as de la chance, tu vas rencontrer des gens qui vont t'apporter une solution clé en main et ça va marcher sur toi. Farewell. Mais parfois, ça met du temps et ces joueurs, des fois, ne trouvent pas la solution. Et si tu n'as pas la solution, le corps, à un moment donné, il a une date de péremption. À ce genre de sport, tu peux pas... Tu as des énigmes, LeBron James, voilà, c'est favorisé. LeBron James, très tôt, il a dépensé quasiment 1,5 million tous les ans juste en soins. Et ça, c'est un exemple aussi. C'est que les joueurs veulent toujours des contrats de plus en plus élevés, mais derrière, est-ce qu'ils réinvestissent cet argent justement sur eux-mêmes pour essayer de pouvoir gratter et continuer sur le long terme? C'est pas forcément encore dans la mentalité. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas... En tout cas, merci. Tu as amené quelque chose qu'on n'avait jamais discuté à l'émission. En tout cas, là, on est bientôt à la fin. Alors, tu viens de débarquer à Toronto. Est-ce que tu as des projets ici? Tu veux continuer à faire ta carrière? Comment est-ce que c'est exactement ça? Là, mon gros projet, c'est de passer mon examen national de physio, donc pour devenir physio au Canada. Donc, j'ai examen le 26 février. Donc là, j'ai un peu ma deadline pour devenir physio ici et en attendant je travaille justement sur cette fameuse approche un peu à construire des programmes très individualisés pour les gens. Donc j'ai quelques clients avec qui je travaille donc du coup cette approche est très liée encore une fois au côté nerveux, au côté cerveau, où on va essayer d'aller... Aujourd'hui la science nous montre que plus on impacte le côté cognitif dans le sport, plus les résultats sont bons, que ce soit dans la performance ou dans même le traitement des douleurs chroniques, etc. Et il y a plein de façons de travailler sur le cerveau en faisant du sport. Ça peut être stimuler la vision, ça peut être stimuler son équilibre, ça peut être stimuler sa mémoire, ça peut être plein de choses. Et plus on impacte ça, plus ça a des répercussions positives. Donc moi je travaille dessus. Et sur mon temps libre, j'essaie de jouer au basket et de rencontrer les gens dans l'univers du basket de Toronto. Ouais, j'étais drafté dans mon équipe de mercredi soir. Allez, exactement. Petite dédicace d'ailleurs à eux. Et voilà, si j'arrive à... Mon objectif, c'est de trouver un projet, notamment avec des jeunes, pour pouvoir travailler avec eux, donc dans des académies, si possible des universités. Voilà, pour l'instant, je suis vraiment très nouveau dans la ville, donc je suis encore dans la phase d'observation et de savoir un petit peu à qui connecter pour réussir à rentrer dans ce milieu-là
Et peut-être avec la ligne en ligne de mire dans un futur un peu plus lointain, intégrer un staff NBA, pourquoi pas. Bah oui, c'est ça. Il suffit de dire que tu as travaillé avec Wembanyama et puis ça va, Alors ça, ça va ouvrir des c'est ce que portes. tout le monde m'a dit, mais c'est pas aussi simple. Ouais, en C'est tout quand cas. même un petit milieu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Antoine, merci beaucoup De pour rien, de ton rien, temps. merci à C'était vous. vraiment intéressant, tout ce que j'ai appris un peu de temps pendant l'émission. Voilà, c'est la fin de l'épisode 11. Les prochains matchs, je pense, c'est lundi. Il n'y a qu'un seul match contre les Bulls. Ouais, contre Chicago. Un, Et- ma- c'est un victoire, match là. en 9 jours pour les Raptors. ouais, beaucoup d'équipes ont une break parce qu'il y a la Cup qui est demi-finale à Las Vegas. Donc, beaucoup de clubs sont juste un ou deux matchs max. Donc, on a un seul match sur lundi et ce sera un match à domicile. Oui, Donc, on y sera. on sera là. Donc, à la Bien, prochaine chanceux. émission, on pourra en parler. Merci à Guillaume. Merci pour Merci à ton vous. temps. Et puis, je te laisse toujours les soins de bien terminer l'émission, Mike. Comme on dit toujours quand on se quitte. Let's go, Raptors! Let's go, Raptors. Raptors.